Vous savez, il y a quelque chose qui me fait peur dans ce travail, c'est la routine. Je pense qu'on a tous besoin de garder cette excitation de la nouveauté. Alors, même si ça peut faire peur, j'essaie régulièrement de me challenger, d'essayer de nouvelles techniques et styles de projet. Donc aujourd'hui, pour changer un peu, on va commencer par la fabrication des pieds. Bon, en vrai, promis, il n'y a pas que ça. C'est bien au niveau des pieds que je vais faire quelque chose de nouveau. D'abord, je voulais pas qu'ils soient droits, mais inclinés. Et puis, je voulais tester le style avec des jonctions arrondies. Alors, je m'explique. Souvent, quand on coupe le bois, c'est en ligne droite. Et ça donne des jonctions anguleuses. Et j'ai mis l'idée d'avoir des jonctions en arrondi qui donnent une sorte de continuité à la pièce, presque comme si ça avait été taillé dans la masse. Il va donc y avoir deux paires de pieds comme celui-là, imbriqués à 90 degrés. Et promis, je prendrai des cours de dessin 3D, mais en attendant, je vous montre un peu à quoi va ressembler la table. Je vais donc d'abord créer cette inclinaison. 10 degrés, ça me semble pas mal. Pour ça, je me suis fabriqué un petit gabarit en MDF qui va me servir à usiner les traverses parce que les montants, je sais pas si on peut vraiment dire montant, mais les sections verticales, enfin, je sais même pas si on peut dire verticales non plus parce qu'elles sont inclinées de 10 degrés. Bon, bref, vous m'avez compris, les sections verticales seront pas usinées sur les côtés, mais seulement aux extrémités. Vous savez, j'ai fait une école d'ingénieur et j'ai réussi à me tromper sur le calcul de longueur de la traverse haute par rapport à la traverse basse. J'ai coupé la traverse haute trop courte, c'est pas une grosse erreur, heureusement. Donc pour rattraper, j'avais le choix entre descendre la traverse haute ou alors réduire la taille de la traverse basse. Et je voulais vraiment pas perdre de hauteur, donc je vais raccourcir au fur et à mesure la traverse basse jusqu'à avoir un bon ajustement de celle du haut. Une fois que tout s'ajuste avec la bonne hauteur, je peux faire l'assemblage à mi-bois, qui va permettre de joindre les deux structures de pied ensemble. Sur le principe, j'aurais voulu que le pied soit démontable, au moins en deux parties, mais j'ai pas trouvé de solution. Même en gardant l'assemblage à mi-bois démontable, les deux pieds auraient dû être imbriqués l'un dans l'autre, un peu comme ces casse-têtes chinois. Si vous pensez à une solution qui aurait pu rendre le pied démontable, mais toujours solide, je serais curieux de savoir. La seule solution que je vois, ça serait d'en couper un en deux et de faire une jonction démontable, mais vu la taille totale du pied, franchement, je me suis dit que ça servait vraiment à rien. Sauf peut-être si vous êtes Ikea et que vous voulez m'acheter des camions entiers de cette table et optimiser l'espace pour le transport. Si c'est le cas, je suis ouvert à tout, Ikea, on trouvera bien une solution. Quand j'usine à la défonceuse, pour pas avoir d'arrachement en sortie, vu que c'est du châtaignier en plus qui est très sensible à l'arrachement, vous voyez que je laisse de la matière d'un côté que j'enlève ensuite en attaquant de l'autre côté. La dernière fois que je faisais un assemblage à mi-bois, d'ailleurs, j'ai reçu un commentaire de quelqu'un qui me disait que, quitte à avoir fabriqué un guide pour mon assemblage à mi-bois, autant utiliser la défonceuse plutôt qu'enchaîner les passes à la scie circulaire et nettoyer avec le ciseau à bois. Et je sais même pas pourquoi j'ai pas pensé à ça avant. Donc j'ai fait le test et effectivement j'ai jamais fait un mi-bois aussi facilement. Je faisais juste des tests au fur et à mesure et je décalais à peine mon équerre pour augmenter la largeur jusqu'à avoir un ajustement parfait. Même en faisant gaffe, j'ai eu un petit arrachement et vous allez voir que c'est pas la dernière fois, mais il suffit de recoller. Il me reste ensuite à trouver l'exacte profondeur pour que l'assemblage soit parfait. Et si vous vous demandez pourquoi je ne l'ai pas fait avant, c'est que mes sections de bois sont pas toutes exactement les mêmes. Alors ça se joue à 1 ou un demi-millimètre même, mais j'aurais risqué d'usiner trop profond, et là ça m'aurait embêté. Je suis pas très vieux, mais j'ai commencé la menuiserie il y a déjà plusieurs années, même si au début sincèrement ça se rapprochait plus du bricolage. Je me souviens, mon premier vrai projet, c'était un établi. J'avais fait une structure super solide avec des grosses sections de 9 par 9 en tenant de mortaise. Et j'avais mis une planche de contreplaqué assez fine par-dessus. Mais à ce moment-là, j'étais seulement équipé de quelques outils de bricolage de mon père. Et je me disais que tous ces outils électroportatifs, c'était surtout du confort et que je pouvais très bien m'en passer. Et il a pas fallu attendre longtemps. En fait, il a pas fallu attendre du tout. Dès que j'ai dû scier tous ces morceaux de 9 par 9 à la main, je me suis dit qu'une scie circulaire serait vraiment pas du luxe. J'ai passé des heures à regarder sur internet et j'ai trouvé ma scie circulaire actuelle, qui semblait être un des meilleurs rapports qualité-prix. J'ai eu de la chance sur ce choix-là, mais j'ai aussi fait pas mal d'erreurs qui m'ont coûté du temps, de l'argent et parfois du bois. Je crois qu'à ce moment-là, j'aurais bien aimé des conseils clairs pour faire les bons choix. Et maintenant que j'ai un peu plus d'expérience, je me dis que je peux vous proposer ce que j'aurais aimé avoir à mes débuts. Je sais aussi que quand on démarre, on veut pas forcément investir trop d'argent. Donc j'ai préparé un petit guide gratuit que vous pouvez retrouver dans la description de cette vidéo. Que vous ayez déjà un pied dans le travail du bois ou que vous soyez complètement débutant, j'espère que ça pourra vous aider à démarrer dans de bonnes conditions.
Là, vous m'avez vu mettre les tourillons et assembler à blanc les deux structures de pied. Ça va me servir à créer mon gabarit en MDF pour faire tous ces arrondis dont je vous parlais. Donc je marque et je découpe la forme extérieure et intérieure du pied. L'extérieur, ça va être pour me créer une référence pour fixer le gabarit avant d'usiner. Et pour l'intérieur, je peux pas juste couper un arrondi dans l'angle parce qu'il n'y a pas assez de matière à cet endroit-là. Donc je vais réduire la largeur des pieds d'1 centimètre pour me permettre de faire cet arrondi. Comme j'essaie d'illustrer ici en marron plus clair, ce qui me donnera un pied un peu plus fin et avec une jonction en arrondi. Je fais la forme du gabarit à la scie sauteuse, mais ça fait un travail vraiment peu précis, donc pour les lignes droites, je vais utiliser une pièce de bois droite avec une fraise à affleurer. Et pour les arrondis, je ponce jusqu'à avoir une forme jolie. C'est purement esthétique, vous pourriez faire une forme comme ça, si ça vous tentait, et ça vous donnerait un piétement dans ce genre. Ou comme ça, en 3D pour mieux se rendre compte. Pourquoi pas, tous les goûts sont de la nature, mais en le voyant, je suis en train de me dire que j'ai passé beaucoup trop de temps sur ce dessin par rapport au dessin que je vous présentais au début. Je me sers de la fraise à copier, eh bien pour copier le gabarit. Et une fois que j'ai atteint la profondeur maximale, je change pour la fraise à affleurer, qui a le roulement de l'autre côté, et qui me permet donc d'enlever les quelques millimètres d'épaisseur qui restent. Et si vous savez pas ce que ça fait quand on prend des passes trop importantes à la fraise à affleurer, ça fait de l'arrachement, surtout le châtaignier qui, comme je vous disais, y est très sensible. Au début, je me suis dit qu'on s'en foutait parce que c'est un morceau que j'aurais usiné dans tous les cas, mais ça avait aussi arraché un morceau qu'il fallait pas. Donc un coup de colle, et puis ensuite j'ai pris des passes beaucoup plus légères, ça permet d'éviter ça. Il y a un problème en menuiserie, c'est qu'on fait tellement de copeaux, on sait plus quoi en faire. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant, il est enfin temps de passer au plateau. J'utilise ce bois de Nyangon, dont j'adore la couleur et le grain. Et donc on va faire un plateau rond, en assemblant 2 panneaux. Pour faire un bel assemblage sans espace, je commence par couper un champ bien droit sur chaque panneau avec mon semblant de scie sur rail. Et je ramène aussi les panneaux au plus proche de leur dimension finale. Ensuite, je rabote les 2 champs en même temps, et je regarde régulièrement l'ajustement jusqu'à avoir un assemblage parfait, ou presque. On voit pas bien sur la vidéo je crois, mais j'avais un léger espace, donc je note les endroits où ça plaque pour pouvoir les raboter. On m'a demandé la dernière fois ce que j'utilisais pour faire mes assemblages à tourillon. C'est simplement ces petites pointes en cuivre qui ont une base qui fait le diamètre du tourillon, donc vous avez juste à faire un trou sur une des pièces, et la pointe vous permet de centrer l'autre trou. Ça marche plutôt bien, mais il faut faire attention que le trou soit bien ajusté, sinon la pointe bascule un peu et ça vous fait la marque avec un petit décalage, et ça décale votre pièce. Ensuite, je me suis fabriqué cette cale pour percer bien droit, c'est important aussi. C'est assez simple à fabriquer, même sans perceuse à colonne, je vous montrerai ça une prochaine fois. L'idéal, c'est quand même d'utiliser un bois dur pour ne pas élargir le trou au fur et à mesure. J'aime toujours prendre le temps de vous remercier, vous qui êtes toujours là à regarder. Si vous aimez ce que je fais et que vous voulez voir plus de projets comme celui-ci, pensez à vous abonner pour être sûr de rien manquer. Et je suis très content de vous dire que j'ai maintenant une page Uncove qui vous permet de me soutenir et d'accéder à des contenus bonus en me faisant un don. Je dois dire que ça m'aide énormément à continuer à créer ces vidéos et projets. Le lien est en description, alors merci à tous. J'utilise le premier pied pour usiner le deuxième et j'utilise du scotch double face. Ça me permet de pas avoir à m'embêter avec les serre-joints et surtout de garder la pièce positionnée exactement de la même façon pendant tout mon usinage. Donc comme tout à l'heure, je commence avec la fraise à copier, je fais le maximum de profondeur et puis je peux terminer avec la fraise à affleurer. Avec cet arrondi que j'ai créé sur les pieds de la table,
J'avais hésité à garder ce style en faisant des quarts de ronde partout, ou alors justement trancher un peu en laissant les angles droits. Je me suis décidé à faire un quart de rond de partout, et vous voyez que j'ai commencé par poncer avant de faire le quart de rond. En fait, j'ai pensé aux grains 80 et 120 pour ne pas risquer de réduire la taille du quart de rond. Donc une fois que c'est fait, il me reste à poncer au 180 pour enlever les marques de défonceuse. Ensuite, il me reste à faire mon collage et je donnerai un dernier ponçage quand tout sera assemblé. Dans les années 1940, il y a un ingénieur américain qui travaillait sur des tests de la résistance humaine à la décélération pour les pilotes d'avion. Et pendant une expérience, un technicien a mal installé des capteurs. L'ingénieur s'est énervé, il a dit un truc du genre s'il y a une manière de faire une erreur, il va la trouver. Cet ingénieur, c'était Edward Murphy, et c'est de lui que vient la loi de Murphy. Il y a un peu de versions de cette loi, la version populaire et un peu marrante, qui dit que si quelque chose peut mal se passer, ça va forcément mal se passer. Et la version originale, qui dit que dans un système complexe, il faut partir du principe que s'il y a une possibilité que quelque chose tourne mal, ça va se réaliser. C'est un peu un principe de sécurité maximum. En tout cas, la réalisation d'aujourd'hui est un peu un de ces projets qui ne respecte pas du tout la version populaire de cette loi, au point que ça en devient bizarre. J'arrêtais pas de me dire qu'il allait forcément avoir un problème auquel j'avais pas pensé. Bon, je vais pas dire non plus que tout a été parfait de A à Z, ça arrive jamais. Il y a toujours des petits soucis à gérer. Mais de façon globale, tout s'est plutôt bien enchaîné. C'est assez rare pour être souligné, je pense qu'il y a un nombre presque infini de scénarios, ou scénarii si vous préférez à l'italienne, où quelque chose peut mal se passer, alors qu'il y a un seul scénario où tout se passe bien, ou disons quelques scénarios si on compte ceux où quelque chose se passe pas comme prévu mais que ça pose aucun problème. En parlant de loi, vous connaissez sûrement celle des 80-20, qui dit qu'on fait 80% du travail en 20% du temps, et les 20% restants en 80% du temps. Ben ici, c'est exactement ça, j'ai dû passer 1 heure sur tout le ponçage des deux côtés du plateau, mais 1 heure de plus juste sur les bords. Je peux pas le faire à la ponceuse électrique, c'est trop agressif, donc je dois le faire à la main, en suivant bien le sens des fibres du bois. Donc si mon plateau fait 30 cm de rayon, multiplié par 2 faces, pierre carrée ça donnerait 0,56 m². Si on approxime le bord par un rectangle de 2,5 cm de haut sur tout le périmètre du cercle, ça donnerait 0,047 m². 0,047 divisé par 0,56, ça ferait 8% en 1 heure. Donc, ok, 92% du travail en 50% du temps, donc pour moi ce serait plutôt la règle des 92-50. Bon, enfin bref, j'espère que j'ai pas trop fait éternuer les allergiques aux maths. Et pour vous motiver, je vois qu'on arrive à la partie la plus intéressante. Je vous rassure, c'est absolument pas sponsorisé, mais après l'avoir vu sur 1000 vidéos différentes, je voulais faire mon propre avis sur le Rubio. Je ne peux vous donner qu'un avis à chaud, j'ai pas encore eu l'occasion de le voir vieillir, mais j'aime beaucoup ce produit, je trouve qu'il sent plutôt bon. Il est agréable à appliquer, avec une carte, comme je le fais, c'est très facile. Et puis surtout, il met particulièrement bien en valeur le veinage du bois. Il donne de très beaux reflets et une sorte de profondeur au bois. Il faut dire que ce bois de Nyangon est vraiment magnifique. Vous avez remarqué que j'aimais beaucoup ces bois peu utilisés, très texturés. Avec la finition, ça donne une brillance et une couleur qui réagit beaucoup avec la lumière. C'est un bois qui est très dense aussi, donc très résistant, et en même temps très élégant. C'est agréable d'y appliquer la finition. J'essaie toujours d'être critique envers mon travail, et ici je dois dire que je suis très content du résultat, particulièrement au vu de cette nouvelle technique que j'ai utilisée. Peut-être que le fait de tester quelque chose pour la première fois donne une certaine peur ou humilité qui pousse à prendre le temps de tout bien faire et nous permet de créer un beau résultat. Si cette table basse vous plaît, elle est disponible sur ma boutique Etsy, le lien est en description. En tout cas, comme pour moi, aujourd'hui, je vous souhaite de toujours défier Murphy dans vos réalisations et de toujours vous renouveler, je crois que c'est comme ça qu'on garde le goût de la passion. Je vous remercie d'avoir regardé.